Donc, je te passe la parole par rapport au mot que je viens de lancer, le mot atelier. Oui, voilà. En fait, je vais aborder les rapports entre le jeu vidéo et les récits interactifs, qui sont, contrairement à ce qu'on entend parfois, des choses différentes, en tout cas pour moi, qui ne se recoupent pas totalement. Les jeux vidéo ne sont pas forcément des récits interactifs et vice-versa. Et pour expliquer ça, effectivement, je vais commencer par vous expliquer une partie de mon travail actuel, qui consiste à animer des ateliers de création de jeux vidéo et de récits interactifs à Liège, où toutes les semaines, tous les jeudis, une douzaine de personnes se réunissent en collaboration avec l'association d'éducation permanente qui s'appelle D'une certaine gaieté, qui est assez importante sur Liège, et où donc il y a une douzaine de participants, et l'idée de l'atelier, c'est de se dire prenons une douzaine de personnes qui ne savent pas faire de jeux vidéo et faisons un jeu vidéo. Et donc pour ça, en fait, on utilise des logiciels de programmation assistée. Donc là, on en est à 3 séances qui se sont déroulées de 3 heures. Et après plusieurs brainstorming, on s'est focalisé sur la création d'un prototype de jeu vidéo pour d'ici quelques semaines, d'ici environ 2 mois. Donc oui, effectivement, aucun des participants n'a de connaissances en programmation, y compris moi-même. Et donc le programme qu'on utilise s'appelle Construct 2. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser la logique de la programmation sans avoir à apprendre un langage qui nécessite un vocabulaire, une grammaire, une ponctuation particulière. Et un travail autrement plus fastidieux. Donc, on sélectionne l'utilisation de Construct 2. En fait, simplement, c'est que, si j'arrive à voir où est-ce que ça se situe. Donc, là, c'est par exemple un jeu avec ce qu'on va appeler un personnage et ce qu'on va appeler un sol. Donc, les étudiants en art ne rigolent pas, s'il vous plaît. Et oui, parce que moi, à chaque fois, je fais des carrés, des rectangles pour tous mes trucs. Ça me permet de... Voilà. Et donc là, en fait, on a à chaque fois une partie donc, sur laquelle on va dessiner le niveau. Donc, voilà. Et alors, donc ça, c'est ce qui s'appelle layout. Et alors, on a une feuille de programmation, entre guillemets. Et donc là, par exemple, il y a une ligne de code. C'est-à-dire que quand le joueur appuie sur espace, alors le héros saute. Voilà, et donc ça permet, et après c'est le programme lui-même qui retraduit ça en HTML5. Donc ça permet de se familiariser avec la logique de programmation de manière assez rapide, avec des résultats assez convaincants. Donc voilà pour ceci. Donc le premier objectif de l'atelier, je l'ai dit, c'est la création d'un prototype de jeu. Après donc de longues brainstorming, on s'est mis d'accord sur la réalisation d'un tower defense. Donc pour les non-initiés, un tower defense, c'est un type de jeu dans lequel des ennemis arrivent par vague sur un chemin qui est prédéterminé et qui vont attaquer une base que le joueur doit défendre. Et autour de ce chemin, le joueur positionne des tourelles qui vont tirer automatiquement sur les ennemis qui arrivent. Donc au niveau ludique, on a un jeu qui est complètement classique, qui part volontairement sur des mécaniques tout à fait ordinaires et on n'essaye pas de réinventer quoi que ce soit à ce niveau-là. Et au niveau narratif, donc il faut savoir d'abord que D'une certaine gaieté a parmi ses thèmes de prédilection tout ce qui est le chômage, le salariat, le travail, le bénévolat, la précarité, donc tout ce rapport de la reconnaissance du travail dans la société. Et donc, il y avait cette idée-là de proposer aux participants de creuser quelque chose dans ce thème-là. Et sur les 12 membres présents, qui sont âgés de 20 à 35 ans, il y avait un seul participant qui est en situation de salariat stable. Donc autant dire que le thème a tout de suite accroché chez différentes personnes. Et on a décidé de faire que ce jeu de Tower Defense, ce serait un jeu dans lequel les ennemis qui arrivent par vague, c'est en réalité des chômeurs.
dont le nombre croît en permanence. En fait, le jeu part dans la Belgique qui est devenue totalitaire dans un futur très lointain, c'est-à-dire 2015. Et le joueur va chercher, non sans ironie, voire cynisme, à liquider ces vagues de chômeurs manifestants qui tentent de se rassembler sur une place pour mener la révolution. Donc bien sûr, le parti pris du jeu est vraiment très caricatural parce qu'il s'agit plus de critiquer la politique actuelle au niveau du gouvernement fédéral et la façon dont les politiques récentes sur tout ce qui concerne les mesures de contrôle des bénéficiaires d'allocations chômage. Donc voilà, on a caricaturé ça pour avoir ce thème qui accrochait bien les différents participants qui, par contre, ont tout de suite précisé qu'ils voulaient faire un jeu auquel eux-mêmes ils s'amuseraient à jouer. Parce qu'il y a beaucoup de jeux, soit militants ou de serious game, etc., qui reposent sur la frustration, qui reposent sur l'incapacité de gagner pour démontrer quelque chose. Alors là, c'est hors de question. Les 12 participants sont plus des joueurs que des militants ou que des personnes qui ont un message à faire passer à la base. Donc ça s'est senti rapidement. Donc voilà, tout ça pour dire qu'ici, on a un jeu qui a... donc je peux peut-être montrer un peu, en fait. Donc, voilà, ça c'est le prototype d'un des participants. Donc c'est pareil, encore une fois, au niveau des images, c'est évidemment très sommaire, mais donc l'idée, c'est qu'on a essayé de faire... Donc ça, c'est le résultat de 3 heures. C'est-à-dire qu'on a un chemin, la place du centre-ville, ici, les manifestants qui vont spawner, qui vont être créés ici au fur et à mesure, et cette magnifique petite tourelle. Donc au niveau du code, simplement pour donner un aperçu, voilà, il y a une dizaine de lignes de code. Toutes les 5 secondes, le système crée un chômeur qui trouve le chemin, qui le suit. S'il a moins de 0 point de vie, bah, il est détruit, etc. etc. Je me demande si on va réussir à le faire tourner sur ce PC. Je peux peut-être... Voilà. Ok. Non, on ne va pas là. Il y a peut-être Firefox, ouais, effectivement. Voilà. Donc, il faut attendre 5 secondes, comme on l'a vu dans le code, pour que les différents... Voilà. Et donc, en fait, là, les manifestants arrivent, et je peux poser des petites tourelles. Voilà. Donc ça, on voit quand même que, évidemment, c'est au niveau graphique, c'est assez sommaire, mais pour arriver à des mécaniques comme ça, au bout de 3 heures, donc on avait 3 groupes de 3 personnes qui ont à chaque fois... C'est intéressant aussi de voir que les personnes, n'étant pas familiarisées avec la logique de programmation, prenaient le problème de manière différente. Il y en a qui ont commencé par créer le chemin, d'autres qui ont commencé par créer les vagues d'ennemis, etc. Tout ça pour dire que ici, dans un jeu vidéo comme ça, qui est un cas assez classique, on a une histoire qui est posée d'emblée, et donc évidemment, il s'agit d'une application interactive au sens où il y a un niveau narratif, mais on va jouer, on va pouvoir avoir des actions sur le jeu, etc. Mais l'histoire en elle-même reste fixe et reste inaccessible aux joueurs. Et donc c'est pour ça qu'il s'agit en fait du premier module de l'atelier qui se concentre sur les jeux vidéo. Il y aura un deuxième module sur le récit interactif qui viendra compléter donc cette approche. Et donc là on va utiliser un programme qui s'appelle Stab, normalement si ça se confirme, et qui cette fois assiste l'écriture de nouvelles interactives au niveau textuel. C'est-à-dire qu'il permet de mettre en évidence des enchaînements d'actions logiques. Donc il y a juste 2 petites images qui montrent un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà, ça va permettre en fait de... Donc ça c'est une image type pour montrer que en fait
on design le parcours du lecteur qui va devoir cliquer sur les réponses qu'il veut donner dans certaines conditions, etc. Et donc ça permet d'avoir une espèce de représentation spatiale et schématique de l'image. Donc voilà, ça commencera d'ici un petit mois, donc c'est un peu plus difficile de vous en parler tant que ça n'a pas commencé. Mais donc l'important c'est que dans ce deuxième module, on va créer une histoire dans laquelle le joueur va pouvoir intervenir directement sur le déroulement narratif. Et donc, on aurait très bien pu le faire aussi avec Construct 2 d'ailleurs, et ça montre que récits interactifs et jeux vidéo peuvent avoir des modes narratifs, des façons de raconter des histoires qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que dans le premier, on a une histoire qui est complètement posée là, elle n'est même pas linéaire, j'ai envie de dire qu'elle est posée dès le début, et que le texte va pouvoir se montrer plus interactif au niveau de l'histoire. Tout ça pour montrer que jeu vidéo ne veut pas dire récit interactif et qu'il y a de nombreuses manières de mettre en forme des histoires que l'utilisateur va pouvoir modifier. Alors, il y a d'abord celles qu'on attend le plus parce qu'elles sont plus en vue, elles sont plus médiatisées actuellement. C'est-à-dire toutes les formes, tous les objets numériques qui ont explosé ces dernières années. Alors évidemment, les jeux vidéo, certains jeux vidéo dans lesquels on va pouvoir intervenir, style Heavy Rain, dont tu parlais tout à l'heure. Et à mon avis, David Cage ne serait pas content d'apprendre que tu parles de QTE pour parler de son jeu. Enfin, c'est un autre débat. Il y a aussi, par exemple, l'adaptation de The Walking Dead en nouvelle interactive. Il y a les web documentaires et maintenant les jeux documentaires. Un autre exemple serait aussi, par exemple, Le Voyage au bout du charbon. Il y a des mondes virtuels comme Second Life, il y a des hypertextes, les récits qui ont explosé dans les années 90. Et alors ensuite, il y a toute une série d'objets non numériques qu'on a un peu plus tendance à oublier. Il y a évidemment les livres dont vous êtes le héros, qui sont la preuve que le livre peut être un média interactif, au sens où on l'entend actuellement. Le jeu de rôle sur table, Donjons et Dragons, etc. Les murder parties, qui sont un espèce de mélange entre les jeux de société et les jeux de rôle, ou encore par exemple le théâtre expérimental avec par exemple le théâtre de l'opprimé, le théâtre forum, le théâtre action, enfin tout ce qui a été développé entre autres par Augusto Boll, et qui là va essayer lui de casser la frontière entre la scène et l'espace des spectateurs, en faisant intervenir les spectateurs soit directement sur scène, soit en leur demandant quelle suite de l'histoire ils veulent voir se jouer, etc. Donc le jeu vidéo, c'est un des supports possibles pour mettre en œuvre un récit interactif. Et donc c'est aussi intéressant de voir qu'au niveau de l'histoire, au niveau de la structure narrative, Heavy Rain pourrait très bien se transposer en livre dont vous êtes le héros, par exemple. Ces livres eux-mêmes sont inspirés des jeux de rôle. Donc à chaque fois, la performance, elle est évidemment très différente dans les matériaux sémantiques qui vont être choisis, etc. C'est pas la même chose que de lire un livre, que de regarder des images numériques, d'avoir du son, d'avoir des dialogues, etc. Mais au niveau de la structure de l'image, parce que je suis très inspiré par la narratologie classique et post-classique, on arrive à quelque chose qui est assez transposable. Et donc, à ce stade-ci, il me semble difficile de délimiter ce qui est vraiment propre au numérique, à part l'intelligence artificielle et le jeu à plusieurs personnes à distance. Pour ça, je vous renvoie à un article qui va être publié dans l'espace de publication de Ludovia, qui est l'université d'été du numérique, où je reviens plus largement sur les caractéristiques du numérique, et où je critique surtout celles qu'on a tendance à donner au numérique et qui sont en fait présentes dans d'autres médias depuis parfois très longtemps. Donc revenons au sujet du jour, à savoir le jeu vidéo. Quand on regarde les œuvres qui sont existantes, on peut distinguer plusieurs grands types de façons de raconter des histoires dans ce média. Donc si on accepte que récit interactif, c'est simplement une histoire dans laquelle le joueur peut intervenir au niveau de l'histoire en elle-même, c'est en effet très large. Donc on a par exemple la première catégorie, une histoire linéaire impossible à changer. C'est le cas de la plupart des jeux vidéo dans lequel il va y avoir un récit enchâssé, dans lequel on a soit des cinématiques et des éléments dans la découverte du jeu.
mais donc où l'histoire ne change pas selon les actions du joueur. On va avoir les histoires avec une arborescence préécrite qu'on va parcourir. Donc les jeux comme The Walking Dead ou Heavy Rain. On a tout ce qui est ce qu'on appelle maintenant les narrations émergentes. C'est-à-dire qu'on envoie un personnage dans un monde virtuel où on a placé différents éléments que le joueur va rencontrer ou non, ce qui va donner des diverses possibilités d'histoire. Donc là, je renvoie à Jenkins, par exemple, qui parle de narrative architecture. C'est-à-dire qu'on reprend l'idée du bac à sable, et l'idée c'est de dire que si on met un enfant dans un bac à sable, il va se raconter des histoires différentes selon ce qu'on va disposer autour de lui, etc. Et donc l'exemple type c'est probablement Minecraft. Et alors les catégories précédentes sont une sorte de résumé de ce qui se dit dans la recherche actuelle. Alors une partie de mon travail maintenant, c'est de travailler sur les types de dispositifs qui représenteraient à peu près le degré zéro de la narrativité, à savoir dispositifs de représentation d'un monde qui s'appuierait sur des usages fins, voire nuls de la narrativité. Donc là, je renvoie au jeu Proteus, pour ceux qui connaissent, et où il est vraiment très difficile de savoir d'avoir une approche narrative classique. Je ne sais pas combien de temps il me reste en réalité, savoir si je... 8 minutes. Encore 8 minutes. Bon alors je vais aller assez vite, mais je vais dire ce que je voulais. Ouais. Donc simplement je fais une petite parenthèse sur le fait que les études narratologiques classiques, c'est-à-dire celles qui s'attachent au texte, ont buté pendant des années sur les questions du type... Par exemple, est-ce que Julien mange une pomme? Est-ce que c'est un récit? À partir de quel moment on considère que c'est un récit? Et là, il y avait un espèce de dogme binaire pour savoir si, selon les définitions du récit, en fait, tel auteur disait que oui, tel auteur disait que non. Donc une tendance lourde actuelle dans les études actuelles, au niveau des études de texte, c'est de mettre en place des degrés de narrativité, où par exemple on va avoir une approche où on va se dire que en fait un récit n'est pas soit un récit, soit un non-récit, mais va permettre des usages narratifs de degrés différents. Donc par exemple Françoise Révaz propose 3 degrés. Alors tous représentent des actions et des événements en consécution, c'est-à-dire à temporalité. Donc la temporalité en fait c'est le premier degré. Deuxième degré, ça va être la causalité, c'est-à-dire que les actions interviennent, les actions sont produites les unes par les autres. Troisième degré sera une mise en intrigue. Et je trouve important de le rapprocher des études du jeu vidéo, dans lequel on s'est beaucoup pris la tête aussi pour savoir si tel jeu c'était un récit. Bon, il y a les mêmes questions à chaque fois pour savoir si, sur les objets qui sont un peu entre deux, savoir si c'est un jeu ou non. Et alors au niveau du récit, c'est pareil. Ça, c'est un récit. Non, ça n'est pas un pour telle raison, etc. Et donc on bute à chaque fois sur des définitions différentes de la part des auteurs. Et donc le fait d'avoir des degrés de manière différente, moi c'est une partie de mon travail, c'est d'essayer de rapprocher ces degrés de narrativité-là avec les différents jeux. Ça permet à mon avis d'ouvrir de nouvelles voies. Alors, simplement une petite parenthèse à ce niveau-là. Ou par exemple, dans Minecraft, il me semble plus intéressant de voir quels sont les usages narratifs permis et éventuellement encouragés, plutôt que de définir l'objet en lui-même, parce qu'une personne va prendre Minecraft pour en faire une maison, enfin faire une maison avec des blocs, et d'autres va vivre complètement une aventure qui va se projeter dedans, etc. Donc en conclusion en 4 points. La première, c'est que la narration interactive, c'est avant tout pour moi un mode narratif, une façon de raconter des histoires qui est possible sur différents supports et qui va s'incarner de différentes manières selon différents supports. Par ailleurs, le jeu vidéo n'a, à mon sens, pas une manière particulière de raconter des histoires. D'ailleurs, l'appellation jeu vidéo englobe beaucoup trop d'objets différents pour que ça puisse être cohérent ou en tout cas homogène au niveau narratif. Il n'est pas forcément pertinent de chercher si un jeu est un récit, mais plutôt de chercher quels sont les usages narratifs et quels sont les degrés qui sont permis par de tels dispositifs.
Et enfin, les différentes formes de narration de jeux vidéo se croisent, s'inspirent et se nourrissent d'autres supports, d'autres expériences en dehors du jeu vidéo. On parlait des jeux vidéo linéaires, on va voir des liens assez directs avec les films, avec les livres, avec toute une série d'objets très anciens, ou en tout cas très classiques. Quand on voit les arborescences, on va avoir des liens avec les jeux de rôle, les livres dont vous êtes le héros, ou le cinéma interactif dont tu parlais. Quand on parle de l'émergence, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Mais on voit des exemples dans le théâtre d'improvisation, si on se place en tout cas du côté de la personne qui est sur scène, où Eilert et Louchard, par exemple, pour la narration émergente, font un parallèle entre le jeu vidéo et la télé-réalité, dans le sens où on met des personnages ensemble dans un espace qui est pensé comme une architecture narrative, et puis en fait on essaye qu'il y ait une histoire qui émerge de tout ça, ou des mondes virtuels à la Second Life. Et donc dans le dernier type, qui serait par exemple les expériences, où là je parlais de Proteus, se rapprocher des activités humaines destinées à vivre des expériences différentes. Et là, on sort de la narration, mais à mon sens, ça devient plus difficile de trouver des objets médiatiques qui vont se rapprocher de ce type-là. Donc, ça montre en tout cas pour moi que le jeu vidéo est forcément lié à d'autres formes d'expression au niveau narratif, que dans sa façon de raconter des histoires, le jeu vidéo il peut apporter des choses nouvelles, probablement uniques, mais que probablement c'est les expériences qui sont en train de se dérouler actuellement qui vont réussir à les mettre en évidence. Et aussi probablement dans le sens où, en faisant rencontrer et dialoguer différentes manières de raconter des histoires connues dans d'autres supports, alors il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va émerger. Et en tout cas, c'est un peu mon cheval de bataille. Il me semble que c'est important de travailler cette espèce de généalogie narrative entre les différents supports, si on peut appeler ça comme ça. Je vous remercie.